je vous propose qu'on démarre. Je vais commencer par me présenter. Je ne suis pas que le technicien de service du webinaire. Donc, je suis Emmanuel Bertin, directeur du CERD, donc le Centre Ressources du Développement Durable, qui est un groupement d'intérêt public qui réunit nos principaux partenaires que sont l'État, la région, l'ADEME. Nous travaillons à l'échelle des Hauts-de-France sur la stimulation du développement durable, hein, voilà, auprès de l'ensemble des acteurs. Nous développons un observatoire climat. Donc, du coup, la baseline de cet observatoire, ce sont les repères pour décider en Hauts-de-France. Donc, le climat change, même en Hauts-de-France. Et donc, on a besoin de repères justement pour calibrer les décisions qui doivent être prises dans notre territoire. Donc voilà, sur l'observatoire, le CERD de l'observatoire. Nous avons un cycle de rencontres. Donc, je ne sais pas si j'ai une diapo. Voilà. Donc, on a un cycle de rencontres voilà, qu'on a intitulé 1, 2, 3 évaluation. Mesurer les efforts de votre collectivité en faveur du climat. Le jour où on a trouvé le titre, en fait, il faisait du soleil. Donc, du coup, on s'était dit 1, 2, 3 soleil. Mais bon, là, aujourd'hui, ça ne marche pas très bien. Et donc, l'idée, c'était d'avoir un petit roulement de tambour ensemble pour se qualifier sur voilà, la question de l'évaluation, du suivi, la place des données dans tout ça. Donc, nous avions fait un premier webinaire le 19 juin sur la question des données, où nous avions surfé ensemble sur le site. Nous avions notre intervenante de Météo France, voilà, pour préciser un petit peu quelques nouveautés sur l'accès à des données, notamment alors, données régionales et données territorialisées. Voilà. C'est un webinaire qui a été enregistré. Et donc, vous pouvez encore y accéder voilà, pour récupérer les informations. Le second, aujourd'hui, je vais venir après sur l'ordre du jour, sur les fondamentaux. Et ensuite, l'idée, donc là, ça sera en atelier en présentiel, hein, comme on dit. Et donc là, on espère que ça pourra se tenir de cette manière-là. Mais l'idée, c'est qu'on puisse se retrouver avec un certain nombre de protagonistes des Hauts-de-France pour voilà, approfondir cette question de la mesure, de l'évaluation, du suivi, et que comme on sent que finalement tout le monde est un petit peu dans son coin à essayer de faire sans partager forcément les problématiques, du coup on s'est dit qu'on allait se réunir pour faire le tour des questions, des astuces, etc. Donc au niveau de nos intervenants, donc Noémie Fradet, donc qui travaille à la DREAL Hauts-de-France, Karine Sage qui est notre partenaire là depuis quelques années, Quadrant Conseil, Thomas Blé qui travaille à l'ADEME Hauts-de-France, Nathalie Mandaron du Conseil régional Hauts-de-France, et puis Capucine Leclerc qui est aussi notre partenaire depuis quelques temps du SCOT du Grand Douaisis. Sur l'ordre du jour, donc on aura un premier temps pour planter le décor, le contexte, une deuxième partie sur finalement pourquoi suivre et évaluer, et notre intention voilà, c'est de se motiver autour de cela, essayer de lever quelques incertitudes par rapport à cela. Ensuite, on aura une partie qui sera un petit peu plus dense sur la question des fondamentaux, en fait, donc toutes les questions qui se posent par rapport à cela. Voilà, vous avez sur la diapo. Et puis ensuite, un dernier temps, un peu d'ouverture vers la suite. Voilà, comment est-ce qu'on peut ouvrir le sujet, l'idée étant que ça puisse nous inspirer pour fabriquer finalement le temps en présentiel du mois d'octobre. Voilà, donc ça sera le 8 octobre. Voilà. Donc je vous propose qu'on démarre, si tout le monde est à l'aise là avec l'outil. Bon, du coup, sur les grands enjeux, je pense que tout le monde est
est quand même assez au fait des choses. Je pense qu'on a pas mal de gens là qui sont dans le, enfin sur l'appli pour, enfin connaissant un petit peu toutes ces problématiques climat. On est évidemment là dans une séquence extrêmement importante, tendue. Les indicateurs sont pas forcément au beau fixe. Et on a une séquence de 10 ans devant nous quand même qui s'ouvre et nous au CERD, on communique sur cette séquence-là en se disant, bah voilà, par exemple, c'est un mandat qui est à pas rater et il y a quand même un certain nombre de décisions fondamentales, notamment sur le modèle économique, qui sont à prendre pour réussir à finalement voilà, tomber peut-être dans une bonne trajectoire. En tout cas, pour ce qui est de la production de gaz à effet de serre, ben, on a une reprise en Hauts-de-France. Alors j'imagine qu'il y aura eu une petite baisse là avec le confinement, mais en réalité, on a une tendance qui est plutôt à la hausse. Voilà. Donc du coup, on peut considérer qu'on n'est quand même pas vraiment dans une bonne trajectoire. Donc l'enjeu, il est toujours aussi gigantesque. Et on se doit non seulement de travailler euh, à la réduction de gaz à effet de serre, mais en plus, et de plus en plus fortement aujourd'hui, à la question de l'adaptation au changement climatique. Bon, voilà, donc on en est là, c'est pas ultra joyeux, mais ça n'empêche que c'est dans le contexte dans lequel on est. Et du coup, bah, la question de l'évaluation du suivi, elle est excessivement importante parce que il faut quand même que nous soyons lucides. Et donc, pour être lucide, bah, il faut qu'on ait les données. Il faut qu'on sache un peu où on en est. Est-ce que notre trajectoire elle est bonne ou est-ce qu'elle est, voilà, est-ce qu'elle est faible? Et puis, bah, il faut aussi mesurer et suivre parce que si on veut être optimiste, parce que ça c'est une deuxième posture que nous devons avoir, eh bien il faut aussi voir les efforts qu'on a accomplis, les résultats qu'on a pu obtenir. Et donc ça c'est vraiment une clé de management des territoires collectifs en direction de nos élus, de nos collègues, etc. Et puis, bah, du coup, voir aussi ces éléments chiffrés et parfois peut-être la faiblesse des trajectoires, et ben, ça doit stimuler aussi notre détermination. Voilà, donc c'est en cela où, enfin, de mon point de vue, nos intervenants l'exprimeront à leur manière, mais de mon point de vue, bah, tout ça, c'est important pour que nous soyons en réalité lucides, optimistes et déterminés dans la décennie là, qui s'ouvre à nous maintenant. Voilà pour cette introduction. J'ai dépassé de 3 petites minutes et je vais passer la parole à Noémie. Donc Noémie Fradet, donc, qui travaille à l'Adréal et qui va nous poser des éléments de contexte et de rappel. Voilà, je te passe la parole, Noémie. Oui, bonjour, vous m'entendez bien? Ça fonctionne? Très bien. Très bien, super. Donc oui, comme le disait Emmanuel, je vais vous rappeler quelques éléments. Aussi parce que comme c'est un webinaire, on attire peut-être un public un peu plus large que d'habitude. Mais je vais faire ça vraiment rapidement parce que je pense que quasiment tout le monde a bien ces éléments en tête. Donc d'abord, quelques éléments de rappel sur le PCAET. Donc le PCAET, le plan climat, air, énergie territoriale. C'est un projet de territoire qui doit impliquer tous les acteurs, donc à la fois la collectivité, mais aussi les entreprises, les associations, les citoyens, et qui doit traiter l'ensemble de la problématique climat, air, énergie. Tous les EPCI de plus de 20 000 habitants sont obligés de réaliser un PCAET, de manière à mailler quasiment tout le territoire. Et le PCAET, c'est un plan qui est à la fois stratégique et opérationnel et qui comprend plusieurs parties. Une partie diagnostic, une partie stratégie avec des objectifs à des horizons lointains, notamment 2030 et 2050, et puis un programme d'action qui va être lui plus immédiat. Voilà, et puis dernière partie, c'est le sujet du jour. Il doit comprendre un dispositif de suivi et d'évaluation, et je vais l'aborder un peu plus en détail dans ma deuxième intervention. Voilà, et donc le concept du PCAET, c'est finalement une démarche de long terme, d'où les objectifs lointains aux horizons 2030 et 2050, mais avec un plan d'action à court terme qui est révisé tous les 6 ans, bah, notamment en fonction justement de ce qu'on pourra conclure de cette démarche de suivi et d'évaluation. Voilà. Donc on
On a pensé par ailleurs que ce serait bien de rappeler que le PCAET, il s'inscrit dans un contexte. Donc plus exactement, il arrive au bout d'une chaîne de définition à la fois de trajectoire et de planification à différentes, enfin aux échelles géographiques supérieures. Donc je vous mets un petit aperçu, hein, c'est pas du tout exhaustif, notamment parce que je parle surtout des émissions de gaz à effet de serre, mais il y a des cadres qui existent aux échelles supérieures aussi pour l'air et l'adaptation, par exemple. Donc le premier niveau, le plus haut au niveau international, c'est l'accord de Paris. Ensuite, au niveau européen, on a à la fois une feuille de route de la Commission européenne qui est à long terme, mais on a aussi des engagements concrets dans le cadre d'actions en matière de climat et d'énergie à l'horizon 2030. Au niveau national, pour les trajectoires, tout ce qui est objectif, c'est défini au niveau législatif. Les dernières modifications, c'est la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte en 2015 et puis très récemment, à la fin de l'année 2019, la loi énergie-climat, loi qui a inscrit l'objectif de la neutralité carbone à l'horizon 2050. Donc ça, c'est pour les objectifs, la trajectoire. Et puis en termes de planification, il y a la stratégie nationale bas carbone, la SNBC, qui est vraiment la feuille de route de la France pour lutter contre le réchauffement climatique avec finalement des modélisations dans tous les secteurs de comment ça pourrait se passer. Voilà. Et cette stratégie, comme le plan climat, elle est révisée régulièrement. Là, on est sur la deuxième version qui est sortie au printemps. Voilà, ensuite on arrive au niveau régional, où là, la trajectoire et la planification s'est définie au sein du SRADET, et qui va être très prochainement adopté. Ma collègue Nathalie de la région en parlera un petit peu après. Et puis après, on arrive au niveau local, au PCAET. Donc c'est pour ça que le PCAET, bah, il s'inscrit vraiment au sein de toutes ces trajectoires. Et forcément, ces objectifs de long terme, ils doivent être cohérents avec ces objectifs de niveau supérieur. Sachant que l'idée, c'est d'atteindre les objectifs du PCAET, d'une part grâce aux efforts du territoire, mais aussi grâce aux autres évolutions qui ne relèvent pas du niveau territorial, comme par exemple les évolutions réglementaires. Voilà. Ensuite, un petit zoom sur les Hauts-de-France, parce que je pense qu'aujourd'hui, tout le monde n'est pas de la région. Donc, je vous disais, l'objectif des PCAET, c'est de mailler quasiment tout le territoire national. Ici, si on voit les Hauts-de-France, tous les territoires qui sont colorés sont des territoires obligés. Il n'y a que les territoires en blanc qui sont des territoires qui ne sont pas concernés par cette obligation. Donc, en Hauts-de-France, il y a 77 EPCI qui étaient obligés. Aujourd'hui, on a 58 territoires de plan climat parce qu'il y a eu des regroupements, hein, c'est quelque chose qui est prévu de manière réglementaire. Et donc, ce qu'on peut voir sur cette carte, c'est en vert foncé tous les PCAET qui ont déjà été adoptés, donc il y en a 7. En vert clair, on voit les PCAET qui sont actuellement au stade des consultations administratives, donc ont été élaborés et qui sont en cours de consultation. Puis après, il y aura peut-être une petite phase de réadaptation, de correction aux besoins. Et puis ensuite, vous avez en orange foncé tous les PCAET qui sont en cours. Voilà, il y en a 27. Et puis, il reste 11 territoires qui n'ont pas encore lancé leur démarche, et ceux qui sont en orange clair et puis en gris sur la carte. Voilà, c'était pour le petit tour d'horizon d'introduction. Emmanuel, je te repasse la parole. Merci beaucoup. Donc effectivement, l'idée c'était de se remettre dans le décor. Et donc on va rentrer dans le point suivant sur le pourquoi suivre et évaluer avec donc une première séquence avec Karine Sage sur voilà un peu la philosophie de l'évaluation, en quoi c'est intéressant. Donc du coup, Karine, je te passe la parole. Merci beaucoup Emmanuel. Bonjour à toutes et à tous. Alors, quelques mots d'introduction sur le pourquoi est-ce qu'on s'embêterait à faire du suivi-évaluation, sachant qu'on a déjà énormément de choses à faire.
Alors, il y a plusieurs arguments, mais le premier, ça va être de déplacer son regard. Une autre façon de le dire, c'est de lever la tête du guidon. On est beaucoup dans l'action, on est beaucoup sur le budget, les ressources, le faire. Le suivi-évaluation nous invite à porter son regard sur les résultats de son intervention. Qu'est-ce que ça change dans la vraie vie des gens et dans la vraie vie du territoire? En quoi et pour qui ça marche? Et en quoi et pour qui ça fait la différence? Alors, c'est des questions qu'on n'a peut-être pas forcément envie de se poser tout le temps, mais a priori, le suivi-évaluation va nous permettre d'en tirer des choses intéressantes, de distinguer les réussites et les échecs, quelque chose qu'on n'aime pas forcément trop faire ou dont on n'a pas forcément la culture dans les collectivités territoriales françaises. Mais l'idée du suivi-évaluation, ça va être de se demander qu'est-ce qui marche, pourquoi, comment, pour qui. Et là, qu'est-ce qui n'a pas marché, pourquoi, comment, pour qui, et comment est-ce que j'en tire des leçons pour mieux faire. Ce qui veut dire effectivement, un prérequis, c'est qu'on est dans une culture institutionnelle où on a le droit de se tromper. On a le droit de faire des erreurs. L'action publique, c'est pas une science exacte. On est tous en train de tâtonner. Il y a des actions qui sont plus ou moins éprouvées, plus ou moins innovantes. Donc, on a le droit de se tromper. Par contre, ce qu'on n'a pas le droit de faire, c'est de ne pas apprendre de ces erreurs, de ne pas profiter de notre action et de nos innovations pour tirer des éléments d'enseignement et faire mieux ensuite. L'autre intérêt du suivi-évaluation, c'est mon troisième point, c'est l'ouverture d'un espace de dialogue. En fait, le suivi-évaluation, et ça pourrait, même si les résultats ne sont pas forcément intéressants à la fin, ça pourrait être son principal mérite, c'est d'ouvrir un espace de dialogue pour se reposer la question du sens de son intervention. Mais pourquoi est-ce qu'on fait ça? Et à quoi et à qui ça sert? Pour vérifier qu'on est bien tous sur la même longueur d'onde. Et pour remobiliser, c'est toujours un endroit où, en se questionnant sur le sens, donc sur le fond, chose qu'on n'a pas forcément le temps de faire, là, du coup, on met en place un processus de suivi-évaluation qui nous donne des espaces pour faire ça, pour lever la tête du guidon, des temps spécifiques pour parler. On peut se remobiliser, se remettre en tête pourquoi est-ce qu'on fait tout ça, et en parler avec les équipes, avec ses collègues, avec les partenaires et voire même avec les habitants. Alors, ça c'est l'argumentaire sur le papier. Je sais que beaucoup d'entre nous, enfin, pas moi parce que je suis évaluatrice, donc je suis passée de l'autre côté, souffrons d'évalophobia, la phobie de l'évaluation, au point que cette maladie, je veux bien la diapo suivante, Pierre, a été identifiée par le ministère de la Transition qui nous avait demandé de travailler sur un dispositif d'aide au démarrage du suivi-évaluation. En gros, le ministère constatait que beaucoup de collectivités avaient du mal à passer à l'action du suivi-évaluation. Et ce qu'il leur fallait, c'est un petit outil pour démarrer les choses et en fait pour évacuer aussi un certain nombre d'a priori sur l'évaluation, notamment avec leurs collègues, notamment avec les élus. Donc on a conçu avec des designers une entreprise qui s'appelle SDS, un jeu de cartes qui s'appelle Evalophobia, qui est disponible en ligne. Je rajouterai le lien sur le chat et qui cite toutes les bonnes raisons qu'on a tous de ne pas faire de suivi-évaluation. On aimerait bien, mais on a 15 000 autres tâches prioritaires. Oui, moi je veux bien, mais mon projet, il agit quand même sur les grandes données du territoire, sur de la cohésion. Je ne vois pas comment est-ce que je peux l'évaluer. L'évaluation, c'est bien, mais c'est bien sur le papier, mais ça finit toujours dans le fond d'un tiroir. Si je dois demander à tous mes collègues de me faire remonter des données, tout le monde finit par me détester et c'est le parcours du combattant. Voilà. On a tout un tas de cartes qui peuvent être utilisées avec votre comité de pilotage, avec vos élus, avec vos collègues pour mettre sur la table tout ce qui nous embête dans cette histoire de démarche de suivi-évaluation. Et ensuite, du coup, en connaissance de cause, développer une vision de pourquoi nous, est-ce qu'on veut quand même, malgré tout, faire du suivi-évaluation et comment est-ce qu'on va s'y prendre pour éviter tous ces écueils qui, a priori, entravent un peu notre bonne volonté au départ. Parce que la bonne nouvelle, c'est que il y a aussi tout un tas de trucs et astuces, et c'est ma diapo suivante, pour réussir sa démarche de suivi-évaluation. C'est un jeu qu'on a fait avec les collectivités sur des exemples réels et du coup à chaque carte rouge de mauvaise ou bonne raison de ne pas faire de suivi-évaluation, il y a une carte bleue de trucs et astuces pour réussir à en faire correctement. Souvent le suivi-évaluation, ça va être l'occasion de faire le ménage dans son catalogue d'actions, dans un plan climat qui peut être un petit peu trop riche parce qu'on a voulu tout couvrir et ne laisser aucune thématique de côté, mais finalement ça devient quelque chose d'impossible à piloter. Et on s'en rend compte, on est obligé de s'en rendre compte au moment où on réfléchit au suivi-évaluation, donc on fait le ménage.
et on a finalement quelque chose de plus lisible, de plus clair, on reformule nos objectifs, on est modeste, on a beaucoup de trucs et astuces qui parlent aussi d'humilité dans la démarche, on fait avec ce qui existe déjà, on recycle, on cherche pas à être parfait, on peut être partiel aussi dans notre démarche de suivi et évaluation. On implique les collègues, c'est-à-dire que je décide pas tout seul des données qu'ils vont bien vouloir renseigner, on fait ensemble. Euh, et on peut aussi ne pas parler d'évaluation. Si ça fait peur à tout le monde, c'est aussi une leçon d'évalophobie. On peut parler de bilan diagnostic, de démarche d'apprentissage collective. Il y a tout un tas d'idées qui vont recouvrir cette idée principale qui est prendre un espace pour faire un pas de côté et regarder ce qui marche et ce qui ne marche pas de façon étayée par des faits qu'on a collectés, on va voir ça plus tard, pour faire mieux. Grosso modo, c'est ça le message. Ça, c'est un peu la théorie. Je crois que Thomas Blais de l'ADEME va vous en dire un peu plus sur la façon dont ça se passe dans la région et ce qu'on peut tirer des expériences de suivi et évaluation passées. Merci Karine. Donc effectivement, je crois que l'intérêt de ce matin, c'est de passer du stade d'évalophobique à évalophile. Je crois que dans le fond, c'est pas forcément compliqué, mais c'est du coup tout l'enjeu là qu'on se donne de se dire, bah voilà, ça sert à montrer un petit peu la cathédrale qu'on construit et être en collectif, être énergique sur les objectifs qu'on se donne. Du coup, je passe la parole et on te retrouve, Karine, là, juste après. Thomas, sur un petit retour d'expérience, parce que à l'ADEME, vous avez pas mal travaillé sur ces sujets. Oui, alors merci Emmanuel. Bonjour à tous. J'ai 5 minutes pour vous essayer de vous évoquer un peu un retour d'expérience sur des démarches qu'on a pu accompagner en matière d'évaluation. Donc je vais prendre 2-3 exemples. Alors l'ADEME accompagne des démonstrateurs de la conduite du changement, des objets qui sont des communes, notamment Los Angeles qui est la plus ancienne, mais aussi Grande-Synthe, Fourmies, Roubaix, et qui sont des communes qui ont des démarches de politique de développement durable originales. Et on s'est servi avec ces démonstrateurs de l'évaluation pour, d'une part, les aider à qualifier et améliorer leur démarche de transition, et aussi pour nous apprendre un retour d'expérience dans le cadre de nos accompagnements territoriaux de démarches de transition, énergie-climat ou plus large. En l'occurrence, ce qui nous a conforté en utilisant, parce que l'évaluation dans ces exemples-là, qu'est-ce qu'elle nous a permis de faire? D'une part, elle nous a permis, avec le territoire, de qualifier les effets recherchés de leur démarche de transition. Qu'est-ce qu'ils cherchaient à faire? Est-ce que c'était vraiment uniquement de réduire les consommations d'énergie ou les émissions de gaz à effet de serre, ou est-ce qu'il y avait autre chose qui se cachait derrière, qui les faisait bouger? Et puis, c'est, comme le disait Karine, un temps de partage et de collecte d'informations et de témoignages qui permet de comprendre le ressenti des acteurs du territoire et des habitants, et de mieux comprendre comment les choses se sont passées. Concrètement, ces démarches d'évaluation, et notamment celle qui a été aboutie à Los Angeles, nous a conforté dans l'idée que si on veut massifier les résultats en matière de changement climatique, et plus seulement être dans des approches, j'ai envie de dire, soit uniquement innovantes, soit trop en silo, ou voilà, qui permettent pas à la fois d'être ancrés dans des démarches pérennes et permettant de démultiplier les résultats. On en passe par une mise en mouvement des acteurs, et c'est ce que ces démarches nous ont appris, c'est que on a un certain nombre d'effets recherchés, si on prend l'exemple de Los Angeles, qui touchent plutôt à cette question de la mise en mouvement, du changement de posture des acteurs par rapport au projet de la commune, de leur capacité à exprimer leurs besoins à la commune, leurs souhaits d'avenir pour le territoire,
ou leur capacité à prendre des initiatives par eux-mêmes. Et voilà, cette évaluation a permis de qualifier un peu ces effets-là. Voilà, et aussi de juger de l'efficacité de certaines actions de la collectivité. Et je pense notamment à un certain nombre d'actions qui sont aujourd'hui reprises par d'autres territoires, comme la mise en récit de son action, une mise en récit partagée par les habitants, avec une trajectoire, ou le fait de s'encadrer d'une expertise venant d'autres d'échelles plus élevées, des bureaux d'études, des comités d'expertise, etc. Voilà, un certain nombre d'actions qui sont efficaces du point de vue de cette mise en mouvement des acteurs. Et ça, c'est ce que l'évaluation nous a permis de révéler et aujourd'hui de partager avec d'autres territoires. Un deuxième exemple d'accompagnement qui aujourd'hui un peu fait école, et je vais parler du CERD justement, c'est on essaie d'accompagner des démarches de conception de dispositifs de suivi et évaluation. Donc là, on est vraiment plus dans ce travail un peu en amont de réflexion sur, encore une fois, quels sont les effets qu'on cherche à produire. Et là, en l'occurrence, on va focaliser sur quels indicateurs nous permettent de renseigner ces effets et comment on va aller collecter ces indicateurs. On a fait cet exercice avec le CERD. L'ensemble des partenaires du CERD ont souhaité participer à ce travail, ainsi que toute l'équipe du CERD. Et ça nous a appris deux choses. D'une part, ça nous a permis de mieux articuler les rôles de chacun. Et je pense que ça, c'est quelque chose d'important, c'est-à-dire que merci Emmanuel. Du coup, je prends mon temps. Le CERD, comment dire, quand je dis mieux articuler les rôles de chacun, c'est-à-dire qu'on aurait pu penser que l'efficacité du CERD devait être jugée sur les effets sur le climat. Or, en fait, ce que nous a appris l'évaluation, c'est que le rôle du CERD, c'est pas directement de jouer un rôle sur le climat ou sur le développement durable, mais c'est d'accompagner les acteurs vers l'action, en maillant toute une chaîne d'intervention. Et donc, voilà, le premier enseignement de ce travail de conception du dispositif de suivi et éval, c'est vraiment, pour nous aussi, financeurs du CERD, c'est de se rendre compte que nous, on a un rôle à jouer, peut-être direct sur le changement climatique. Le rôle du CERD, lui, il était ailleurs dans l'accompagnement des acteurs. Et puis, ça nous a permis, je parlais d'indicateurs, d'accompagner le CERD dans un meilleur renseignement de son efficacité, donc un travail sur les indicateurs. Donc on se rend compte à l'appui de ce que je disais juste avant que le CERD, on n'est pas vraiment renseigné sur l'efficacité du CERD en comptant simplement le nombre de participants à ces événements, ou en regardant si il y a eu une réduction des gaz à effet de serre entre deux dates données, mais plutôt en allant rechercher la satisfaction, les témoignages des participants à ces événements qui disent moi, je me sens mieux, je me sens plus armé. Il y avait un chiffre qui disait, par exemple, un indicateur qui a été créé dans ce cadre-là, sur le fait qu'il y avait plus de 90% des participants à des interventions des ambassadeurs du développement durable qui se sentaient mieux armés pour agir. Voilà un indicateur qui nous renseigne vraiment sur cette efficacité. Voilà, je vais m'en arrêter là sur mes exemples, vu que j'ai dépassé mon timing. Merci. Ok, merci beaucoup Thomas. Donc voilà quelques exemples pour illustrer. Et on va pas en parler plus, mais il y a aussi plein d'autres vertus du coup d'avoir ces éléments-là évalués. On va passer la parole à Nathalie Mandaron sur un point de vue plutôt conseil régional. Donc voilà, on poursuit
notre petite séquence sur le pourquoi suivre et évaluer. Et donc le regard à l'échelle régionale. À toi, Nathalie. Alors Nathalie, je ne sais pas si tu as branché ton micro. Pour l'instant, je ne t'entends pas. Voilà. Oui, bonjour à tous. Du point de vue de la région, bien, c'est vrai que ce que tu as dit, Emmanuel, en introduction est fondamental, et je vais le reprendre, hein. Pourquoi suivre et évaluer? L'évaluation et le suivi, c'est loin d'être quelque chose de juste barbant à faire, et on se rend compte qu'on a une responsabilité collective face à cette évolution du climat. On voit un décrochage grandissant entre les objectifs qui sont fixés par les accords internationaux et la réalité des mesures en matière de consommation d'énergie, d'émissions de GES. Donc, l'objectif qu'on doit tous avoir en ligne de mire, c'est de limiter le réchauffement climatique à plus de degrés en 2050, et ça va au-delà des obligations réglementaires. Ça doit être un engagement de toute la société pour mettre en place ce qu'il faut pour rester dans cette mesure-là et savoir orienter, réorienter nos actions. Donc, voilà, j'insiste sur le fait que c'est au-delà, le suivi et l'évaluation, elle va au-delà de juste une obligation réglementaire. Et c'est un engagement à tenir à chaque échelle de territoire, en particulier, notamment parce que la trajectoire régionale, elle dépend de la mobilisation de tous les secteurs d'activité et de tous les acteurs à chaque échelle de territoire en faveur de la sobriété, en faveur de l'atténuation de l'impact de nos modes de vie sur les réchauffements climatiques. C'est pas la région seule, au sens conseil régional, qui pourra atteindre les objectifs et la trajectoire régionale. Et donc, pouvoir mesurer les effets réels d'une politique et de ses actions en faveur du climat, c'est le point de départ de la révision des plans stratégiques et d'une nouvelle prospective. Donc, voilà, dire qu'il est important de voir derrière les trajectoires qu'on se fixe autre chose que des courbes avec lesquelles on joue pour réellement utiliser les données et réviser les politiques et les actions en étant éclairé par les résultats. Alors, peut-être le prochain slide. Voilà. Donc, en matière de suivi des objectifs régionaux, bon, c'est un travail qui est en cours, hein. Le SRADET est délibéré aujourd'hui même. La région a la responsabilité de suivre la réalisation de ces objectifs. C'est dans la loi, hein. L'État demande à la région d'être en mesure de lui transmettre toutes les informations relatives à la mise en œuvre du schéma qui seront nécessaires pour réaliser les analyses, les évaluations prévues par les accords nationaux, communautaires. Donc le SRADET comporte des indicateurs qui seront suivis, et l'Observatoire régional du climat et Atmo seront les bras armés de la région pour enseigner ces indicateurs. La slide suivante. On réalise aujourd'hui vraiment l'intérêt de travailler à l'harmonisation des indicateurs climat, air, énergie et de leur suivi. Un travail a été entrepris par l'Association Régions de France assez récemment à la demande du ministère de l'écologie pour harmoniser les indicateurs climat-énergie entre les différentes régions et pouvoir mesurer de quelle façon les régions et chacune des régions contribuent aux plans nationaux. Donc l'enjeu, c'est de disposer d'une liste restreinte d'indicateurs qui sont mis à jour régulièrement, qui sont disponibles aux échelles locales, régionales, nationales pour suivre
l'évolution des objectifs que nous nous fixons donc pour limiter le réchauffement climatique à plus de degrés en 2050 par rapport à 1990. Et pouvoir donc mesurer si la somme des objectifs régionaux permet d'atteindre les objectifs nationaux. Et ce travail-là, eh bien, nous aimerions pouvoir le faire aussi au niveau régional en relation avec les PCAET. Donc, avoir un socle d'indicateurs locaux communs qui nous permettrait d'avoir une vision régionale de l'avancement des PCAET et de l'atteinte de leur trajectoire et de la contribution de leur trajectoire à la trajectoire régionale. Aujourd'hui, on constate que les PCAET ont tous des indicateurs différents, des modalités de suivi des données et des plans d'action qui sont prévus, mais pas toujours. On constate aussi que de nombreux territoires ne possèdent pas ou ne maîtrisent pas la provenance de leurs données. Je pense que c'est même un nouveau métier dans le domaine dans le champ des collectivités que celui du suivi des données énergie-climat. Et donc la slide d'après. Voilà, donc c'est un travail qu'on voudrait mener parce qu'on ne sait pas comment apprécier la contribution d'un territoire à la trajectoire régionale et du coup comment dialoguer avec lui sur quels critères considérer en fonction de qui il est les efforts plus réussis ou non qu'il devrait mener ou qu'il doit mener pour contribuer à la trajectoire régionale. Donc, l'idée, c'est de construire des indicateurs, des outils d'analyse qui nous permettraient de dialoguer avec chacun des territoires sur la trajectoire qui s'est fixée et sur des critères objectifs, en tout cas, à construire ensemble. Voilà ce que j'ai à dire pour cette partie-là. Je reviendrai pour la suite après. Ok, merci beaucoup pour donc ce regard côté région. Je passe la parole de nouveau à Noémie sur du coup un zoom un peu plus précis sur les dispositifs dans le cadre des PCAET. Merci. Donc après ces premières interventions où on a vu l'intérêt de suivre et d'évaluer, je vais vous présenter ce qui est demandé par la réglementation, d'une part, et ce que les services de l'État peuvent attendre au sein des PCAET lorsqu'ils sont soumis pour avis. Alors, premier point, donc je vous le disais tout à l'heure, il y a une obligation dans la réglementation de prévoir un dispositif de suivi et d'évaluation. Et avant de nous parler de ce qu'on peut attendre, je fais une petite précision de vocabulaire. Je pense que Karine le dira tout à l'heure, mais les termes ne sont pas tout à fait stabilisés sur ces sujets-là. Du coup, je vais vous dire comment moi je l'entends. Pour moi, dans un PCAET, il y a 3 niveaux un petit peu où on attend les objectifs et des indicateurs. Le niveau que je vais appeler stratégique, qui concerne tous les grands objectifs, émissions de gaz à effet de serre, consommation d'énergie, émissions de polluants par exemple. Ensuite, il y a un niveau de ce que j'appellerais les objectifs et les indicateurs opérationnels qui montrent vraiment comment se passe la transition dans le territoire. Donc là, on peut avoir des objectifs ou des indicateurs en termes de kilomètres de pistes cyclables, en termes de part modale pour le transport, de nombre de bâtiments réhabilités, par exemple. Et puis après, il y a le niveau des actions, où on peut, suivant les actions, retrouver certains des indicateurs opérationnels dont je vous parlais, mais on peut aussi être sur des indicateurs plutôt de moyens
qui vise plutôt à mesurer si l'action est bien mise en place, quoi, en termes de, par exemple, ça peut être des nombres de réunions, des nombres de particuliers contactés, etc. Voilà, alors ces précisions étant faites, qu'est-ce qu'on peut attendre au sein d'un dispositif de suivi et d'évaluation décrit dans un PCAET? Déjà, une description de l'organisation du suivi du PCAET. Est-ce qu'il y a quelle est l'instance de suivi? Cette instance de suivi, elle sera de préférence partenariale, hein, comme l'a été l'élaboration du PCAET. Sachant que justement, c'est aussi une manière de mobiliser pour la mise en œuvre du plan, d'avoir une instance comme ça qui doit suivre régulièrement ce qui est fait. Ensuite, on veut bien évidemment des objectifs et des indicateurs avec un point zéro à tous les niveaux dont je viens de vous parler, donc au niveau stratégique, au niveau opérationnel, au niveau des actions. Et puis pour tous les thèmes, c'est-à-dire à la fois pour l'énergie, les émissions de gaz, si on parle en termes opérationnels, pour la mobilité, pour la réhabilitation du bâti, ou pour chaque action. Quand je dis chaque action, au moment où on rend le PCAET, ça peut être au moins pour les premières actions qu'on prévoit de mettre en œuvre et qui sont décrites précisément dans le plan. Voilà. Dernier point, on attend une description des modalités de production et de mise à jour des données qui vont alimenter ces indicateurs. Donc savoir quelle est la structure qui va devoir piloter la production de ces données, la périodicité à laquelle ces données vont être renseignées. Voilà. Donc ça peut être formalisé au sein d'un tableau de bord, par exemple. Mais on voit que finalement, là, l'enjeu, ça va vraiment être de constituer finalement une base de données avec un suivi sur le long terme. Parce que comme je le disais tout à l'heure, le PCAET, finalement, c'est un plan de long terme qui est révisé régulièrement. Donc là aussi, on a un enjeu d'avoir une base de données qui va être de commencer à suivre des données qui vont être suivies sur le long terme. Voilà. Donc, pour vous dire que, je vous le disais tout à l'heure, on a vu plus d'une dizaine de plans qui ont été, sur lesquels on a rendu un avis aujourd'hui. Et ce qu'on constate, c'est que il y a peu d'indicateurs et d'objectifs au niveau opérationnel, donc au niveau un peu concret de transition du territoire. Là, par exemple, les kilomètres de pistes cyclables. C'est dommage parce que ça, c'est vraiment parlant pour les élus, pour les citoyens. C'est aussi quelque chose qui permet d'apprécier sa propre transition parmi les autres territoires, voir comment on se situe. Des indicateurs, nous, on en voit essentiellement au sein du programme d'action, mais parfois, on a juste l'indicateur, mais on n'a pas d'objectif et on n'a pas non plus de point zéro. Et puis, pour l'instant, on a vu très peu de réflexion sur les modalités de collecte des données. Voilà, donc tout ça pour dire que finalement, beaucoup des PCAET qui sont aujourd'hui adoptés en cours de consultation doivent encore vraiment construire ce dispositif de suivi et évaluation, ou en tout cas, il y a encore un travail important à mener. Voilà, donc maintenant, si on parle vraiment des temps d'évaluation, ce que dit la réglementation, c'est qu'après 3 ans d'application, il y a une première étape d'évaluation avec un rapport qui doit être mis à la disposition du public. Et au bout de 6 ans, c'est la mise à jour du PCAET. Donc là aussi, il y a une évaluation à prévoir. Pour l'instant, il n'y a pas plus de précision que ça. Ce qu'on peut noter quand même, c'est que ces exercices, ça va vraiment être aussi l'occasion d'une réflexion partenariale et d'une communication vis-à-vis des citoyens du territoire. Donc, on est vraiment sur des temps forts. Ce que je peux vous dire aussi, c'est les enseignements que nous, on a très modestement, Andréal, de nos démarches d'évaluation, sachant que ce n'est pas notre métier principal. On a essayé de le faire pour le plan de protection de l'atmosphère, là où c'est en cours, et puis le SRCAE, les SRCAE Nord-Pas-de-Calais et Picardie. Et on est un peu tombé dans les pièges, hein, je pense. Et donc, ce que je retiens, c'est qu'effectivement, il faut y réfléchir en amont. Parce que quand on commence à se poser la question du suivi au moment de l'évaluation, ça marche forcément moins bien. Et puis, le piège dans lequel on est tombé aussi, c'est de définir des indicateurs un peu idéaux. Qu'est-ce qui serait parfait pour suivre nos actions
Finalement, ce n'était pas forcément des indicateurs qu'on avait les moyens de renseigner. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai marqué la première qualité d'un indicateur est d'être effectivement renseignable. Bon, ça ne veut pas dire qu'il ne faut choisir que des indicateurs pour lesquels la donnée est disponible aujourd'hui, hein. Je pense qu'on peut mettre en place une collecte de données spécifiques pour certains indicateurs, mais bon, déjà, c'est indispensable d'y penser en amont, et puis peut-être être raisonnable sur ses ambitions. Voilà. Dernière slide sur une démarche qui est en cours actuellement, notamment à la DREAL Occitanie, mais aussi avec la région, l'ADEME et puis des territoires. Je vous parle de ça parce que je pense que c'est des travaux intéressants et on va probablement pouvoir récupérer, hein, le résultat de ces travaux. Donc déjà, c'est bien. Ensuite, vous savez qu'on a un temps encore à l'automne de réflexion collective et donc ça pourrait peut-être nous inspirer sur la suite de nos travaux. Donc voilà, donc en Occitanie, finalement, ils avaient déjà travaillé sur l'évaluation des projets territoriaux de développement durable en général. Et ils avaient notamment fait un petit film sur l'intérêt de la démarche. Je pourrais vous mettre le lien dans les commentaires. Voilà. Et donc aujourd'hui, ils poursuivent cette démarche spécifiquement pour les PCAET pour créer ensemble des éléments de méthodologie commun. Donc il y aura une partie où ça sera plutôt pour reposer les bases sur le suivi et l'évaluation. C'est un peu ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Mais ils sont plus ambitieux que ça puisqu'ils vont essayer de réaliser un petit mode d'emploi pour réaliser une évaluation avec des fiches pratiques qui vont finalement proposer des questions évaluatives pertinentes pour les PCAET, même si après, ça sera à chacun évidemment de créer son évaluation. Voilà, dernier point avant de conclure, pour dire qu'ils ont bien, eux, en tout cas au niveau Occitanie, redéfini ce qui était attendu entre les deux évaluations, celle à mi-étape et l'évaluation à 6 ans. Et puis j'en ai parlé avec Karine Sage qui m'a dit qu'effectivement c'était des éléments un peu classiques, mais donc je les répète, l'idée c'est peut-être à 3 ans plutôt de vérifier l'avancement des actions, vérifier si les moyens consacrés sont suffisants pour pouvoir ajuster la mise en œuvre du plan d'action. Et par contre, à 6 ans, là, on est vraiment là pour observer ce qu'on a atteint comme niveau au regard des grands objectifs opérationnels et stratégiques. Et donc, on se pose plus la question de la pertinence des actions pour émettre des recommandations pour la mise à jour du PCAET qui arrive. Voilà ce que je pouvais dire. Merci beaucoup, Noémie. Thomas voulait rebondir une petite minute sur tes propos. Donc, je passe la parole à Thomas avant de conclure cette séquence. Oui, je voulais réagir parce qu'effectivement, j'en ai pas parlé dans mon petit retour d'expérience, mais au vu des propos de Noémie, je pense que c'est important. Bon, côté ADEME, on s'est fait une petite expérience sur l'accompagnement de territoire dans des contrats d'objectifs qui sont des démarches volontaires, qui sont souvent maillées avec des démarches de plan climat. Ce sur quoi je voulais insister, c'est sur l'importance du travail de prospective aussi, en lien avec l'évaluation. Alors, dans le cadre des contrats d'objectifs, on a des objectifs qui sont fixés sur l'énergie, que ce soit les énergies renouvelables, la consommation d'énergie dans les bâtiments. Il y a ce qui est le plus utile dans la fixation de ces objectifs et dans la réflexion sur la contribution avec des objectifs supra-régionaux ou nationaux, c'est de pouvoir effectivement prendre le temps de s'interroger sur le potentiel d'action du territoire à un horizon plus lointain, 2050 pour en citer un, et d'essayer du coup de pouvoir réfléchir à ces objectifs à 3, 6 ou 12 ans sur cette base-là. Un exemple, quand on a accompagné le contrat d'objectif, la construction du contrat d'objectif de la communauté urbaine d'Arras, ils ont fait une étude de programmation énergétique qui les a amenés collectivement à se fixer un objectif de 1000 gigawattheures de production d'ENR à 2050. Ça nous a beaucoup aidé à dialoguer avec eux sur la fixation d'un objectif à 3 ans,
puisque en gros, ça nous donnait une finalité, et donc on a pu se poser la question, une balise théorique à 3 ans, c'était 100 gigawattheures, c'est 10% de l'objectif à l'époque. Est-ce que c'est faisable? Est-ce que c'est pas faisable? On a finalement ajusté un peu en dessous parce qu'il fallait le temps de lancer la dynamique. Mais clairement, cet exercice de prospective, là en l'occurrence sur l'énergie, il est très structurant pour aller sur des objectifs stratégiques bien calibrés. Voilà, je referme la parenthèse. Merci beaucoup Thomas, Noémie. Donc on va conclure cette petite partie sur le pourquoi suivre et évaluer. Donc vous avez constaté que certains partagent des informations, là ce dont on a parlé. Noémie par exemple a partagé le lien là sur les travaux en Occitanie. N'hésitez pas à attraper ces ressources pour les utiliser par la suite. Donc là, on est clairement en train de devenir évalophile progressivement. La séquence suivante va nous rendre un petit peu plus évalo-optimiste puisqu'on va travailler sur le qui, quoi, comment, quand, et donc du coup on va voir un petit peu concrètement comment on peut être aidé finalement pour mener ce type de démarche. Juste en conclusion, moi je vois bien que l'idée c'est de tirer le bon grain de livret finalement sur les politiques qu'on mène sur un territoire, qu'il y a une vraie intention de dialogue autour du sens de l'action qu'on mène, et donc ça c'est quand même extrêmement important, et ce temps-là doit être toujours pris, malgré le fait qu'on jongle avec des assiettes un petit peu dans tous les sens, hein, comme des jongleurs là, chinois. Ce que l'on sait, c'est ce que Karine nous montrait, c'est que les raisons de ne pas faire, en fait, on les connaît. Elles sont clairement identifiées, donc faut pas se faire de nœuds là-dessus, les revisiter pour se dire ah bah oui, il y a plein de gens qui partagent ça, et donc maintenant comment je franchis l'étape suivante. Que ça génère, l'autre élément, ça génère des ressorts de mobilisation, on l'a vu là sur Los Angeles par exemple au niveau des citoyens, mais aussi au sein d'une organisation. Moi je peux en témoigner en tant que manager, finalement ces éléments-là, ça montre la cathédrale qu'on est en train de créer, et donc c'est extrêmement motivant. Et puis Noémie nous montrait aussi, et Nathalie, que le chemin à prendre n'est pas encore tout à fait débroussaillé. Et donc du coup, c'est là où on voit qu'il y a certainement un enjeu collectif à travailler. Donc c'est ce qu'on vous proposera au final. Au global, tout ça doit nourrir notre lucidité, notre optimisme et notre détermination. C'est ce que je disais au démarrage. Donc là, je vous propose de rentrer dans l'avant-dernière séquence. On a quelques minutes de retard, hein, mais c'est pas grave, on va tenir quand même les délais, sur les fondamentaux. Voilà, qui, quoi, comment, quels sont les éléments de vocabulaire. Et donc, c'est Karine qui va nous présenter cela. Oui, alors je vais essayer, merci Emmanuel, rapidement de partager certains concepts de base sur le suivi évaluation pour qu'on sache un peu de quoi on parle, même si je partage la précaution qui était prise par Noémie. C'est des mots qui sont issus, pour parler de l'évaluation et du suivi de l'évaluation, c'est des mots qui sont issus du vocabulaire courant. Il n'y a pas à part les spécialistes, le lexique n'est pas complètement mobilisé, donc moi j'utilise des mots qui vont peut-être être traduits différemment par la région ou par la DREAL. C'est pas forcément très grave, et même vous pouvez choisir les mots qui correspondent le plus à votre collectivité au moment où vous écrivez et vous concevez votre dispositif de suivi évaluation. Alors, pour être au clair sur de quoi on parle sur le suivi évaluation, souvent on va utiliser une façon de découper l'action publique ou une démarche de climat-énergie qui va distinguer 4 éléments. Alors c'est schématique, hein, bien sûr la réalité est plus complexe, linéaire, imbriquée. D'abord les ressources, donc les moyens humains et financiers qu'on engage pour notre démarche climat-énergie. Ensuite les réalisations, on va appeler aussi des actions, ce qu'on fait concrètement, les actions qui sont mises en œuvre, donc la construction de pistes cyclables par exemple, l'ouverture d'un espace info-énergie pour donner de l'information et du conseil, voilà, ce qui est fait concrètement et qui relève de notre responsabilité. Les résultats,
qui vont être les effets immédiats de ce qu'on fait sur les publics qu'on va toucher de façon immédiate et directe. Et en fait, l'intérêt de l'évaluation, ça va être aussi de les distinguer des impacts qui sont des effets plus indirects, à plus long terme, sur des publics qu'on peut toucher en direct, mais aussi sur des publics qu'on va probablement toucher de façon indirecte, parce qu'il y a beaucoup de politiques publiques qui en fait s'adressent à des intermédiaires en espérant pouvoir faire bouger derrière d'autres catégories d'acteurs qu'on va appeler du coup ici des bénéficiaires finaux. Et donc le suivi-évaluation propose de découper son intervention de cette façon. Et alors on parle suivi-évaluation en mettant un peu les choses dans le même panier. En fait, la façon dont ça s'articule, c'est qu'un système de suivi, c'est un système plutôt léger qui est rempli, qui est renseigné au fil de l'eau et qui sert au pilotage de son intervention. Souvent, on parle aussi de suivi-pilotage ou le suivi-pilotage. Et donc, lui, il va plutôt regarder ce début de la chaîne. Donc, les ressources, ce qu'on consomme, évidemment, les réalisations, ce qu'on fait, et puis un bon système de suivi, et c'est ce vers quoi on va essayer de tendre, des informations sur les premiers résultats de notre action. Et puis l'évaluation, elle, qui est à comprendre comme un temps spécifique de collecte qui n'est pas continu, du coup, qui est plutôt un effort ponctuel pour aller chercher une information à laquelle je n'ai pas accès de façon automatique dans mon tableau de bord que j'ai sous le coude en tant que pilote de l'action. Et l'évaluation, elle va vraiment aller creuser la question des résultats et surtout des impacts. Donc ça, c'est pour positionner en gros les exercices, sachant qu'on va parler souvent de système de suivi-évaluation parce qu'on va réfléchir le truc en même temps. C'est-à-dire, bon, bah, de quelle information est-ce que j'ai besoin au fil de l'eau pour piloter mon programme et sur quelle information j'ai besoin mais que je ne vais pas pouvoir renseigner de façon régulière, mais je vais en avoir besoin à certains moments clés de mon programme. Ah bah, ça veut dire que je mets en place ça et ça, mais ce sera plus ponctuel. Et en fait, c'est tout ça. Tout ce dispositif-là, si possible réfléchi en amont au moment de la conception de mon plan, qui est mon système de suivi-évaluation, et que je déploie en même temps que je déploie mon plan, ma démarche. Alors, je vais détailler un peu les choses. Donc, système de suivi, on est dans le fil de l'eau et il permet de vérifier que je suis bien dans les clous de ma feuille de route et que mes objectifs sont susceptibles d'être atteints. C'est-à-dire que je ne suis pas en train de partir complètement ailleurs ou en tout cas que je suis sur la bonne voie. Donc il y a cette idée d'être un processus continu de collecte d'informations et parce que c'est continu, on va choisir des informations qui sont plutôt faciles à obtenir. C'est-à-dire si vous passez plus de temps à à renseigner des indicateurs qu'à faire dans votre système de suivi, c'est qu'il y a un souci. Hein. Le système de suivi, il est en appui à votre action, donc il vient la soutenir et il doit occuper une part raisonnable de votre temps. Il peut aussi inclure, votre système de suivi, un certain nombre d'indicateurs qu'on peut appeler des indicateurs de changement ou des indicateurs de contexte, c'est-à-dire qu'ils vous donnent une idée de la façon dont les choses, la situation évolue. Donc là, c'est typiquement le rôle de l'Observatoire du CERD qui vous indique sur les grandes données, énergie, GES, comment évolue le territoire. Donc, ça ne dit rien de ce que vous êtes en train de faire, mais ça vous donne une indication de l'urgence à agir ou que les choses vont ou pas dans le bon sens. Et ça, quand vous avez la chance d'avoir un observatoire, en tout cas d'autres entités qui font le boulot pour vous, c'est plutôt facile à inscrire dans le système de suivi et ça permet de mettre en perspective un peu ce qu'on fait par rapport à la façon dont les choses évoluent. Et ce système de suivi va alimenter et va faciliter ce qu'on appellera l'évaluation qui, elle, va chercher à répondre à des questions un peu plus ambitieuses, qui n'est pas juste est-ce qu'on est bien dans les clous, mais en quoi est-ce que ma démarche fait la différence, c'est-à-dire contribue aux changements qui sont observés et qui va chercher à expliquer le pourquoi et le comment. C'est pour ça que ça ne peut pas être continu. On ne peut pas faire des investigations en permanence sur ce type de questions. Donc là, vous avez sur les PCAET 2 moments clés qui vous sont proposés, intermédiaires et finaux, pour faire un zoom et vous demander sur peut-être un certain nombre de vos actions ou les objectifs les plus importants, bon bah là, en quoi est-ce que nous, on a contribué à faire évoluer les choses, à faire bouger les lignes. Donc un exercice plutôt ponctuel de collecte d'informations avec
avec une investigation spécifique, donc probablement des moyens spécifiques qui, à un moment donné, c'est vrai que c'est très classique à l'intermédiaire, à mi-chemin du programme et puis à la fin, vont chercher des infos qu'on n'a pas sous le coude dans son système de gestion de suivi. Alors, pour prendre un exemple, il y a pas mal de démarches climat-énergie qui ont une action sur l'éclairage public qui est assez classique. Là, j'ai eu l'occasion de travailler sur le plan climat de Nantes Métropole. Donc, eux, sur leur action éclairage public, ils avaient tout un travail de production de connaissances pour mieux connaître leur patrimoine, leur équipement, etc. Toute une enveloppe travaux de rénovation, opération cœur de nuit, et puis ils avaient fait beaucoup de guides aussi. Et donc, on est à peu près au clair sur ce qu'on fait. On est à peu près au clair sur ce pourquoi on le fait, c'est-à-dire le bout de la chaîne. C'est pour diminuer nos consommations d'énergie. Et puis, sur l'éclairage public, il y a un enjeu de coût aussi. Et puis, c'est souvent comme ça qu'on le vend aux élus. Mais sur comment est-ce que mon action permet effectivement derrière d'avoir l'impact souhaité, ça c'est généralement un peu moins explicité. Et donc la démarche de suivi-évaluation vous propose de prendre le temps, si possible au moment de la conception, de se dire bon, comment est-ce que je passe de cette boîte-là à l'autre, et en fait quelles vont être les différentes phases qui vont nous permettre d'atteindre nos grands objectifs en fait. Et donc, il y a tout un premier travail de suivi-évaluation qui va en fait consister à expliciter des résultats attendus intermédiaires. Donc, si je fais tout ça pour que ça fonctionne, et donc là, c'est un schéma qui s'appelle le logigramme et qui décrit comment tout devrait se passer si mon intervention est une réussite. Donc, je vais avoir des équipes qui connaissent mieux le matériel, les consommations, les alternatives, qui sont capables, grâce à ces différents éléments, d'identifier des pistes d'optimisation, qui vont prendre connaissance des guides, qui vont y adhérer, ils ne sont pas en résistance par rapport à ces messages qui peuvent rompre avec une certaine pratique professionnelle aussi. Donc ça, c'est les premières choses qui doivent se passer de façon immédiate. Ensuite, si tout se passe bien et si ça c'est bien vérifié, on va avoir une mise en pratique qui peut prendre plus ou moins de temps. Donc ça, c'est aussi intéressant à ce moment-là de s'interroger sur la temporalité des effets. En fait, mes résultats, je vais mettre combien de temps à les observer? La première année, qu'est-ce que j'espère? A priori, la première année, je vais probablement juste être là-dessus, avoir vérifié que tout le monde connaît bien, que les exercices de connaissance ne sont pas des rapports qui sont restés dans les tiroirs, qui sont connus, partagés, débattus, qu'il y a bien une adhésion des équipes. Et puis, sur la mise en œuvre des pratiques un peu plus systématiques et durables, ce sera peut-être l'année d'après. Donc ça, c'est un autre message aussi que je veux faire passer, c'est que vous pouvez avoir un système de suivi et évaluation qui est flexible et qui gagne en ambition d'année en année et qui suit aussi la temporalité d'obtention des effets de votre propre intervention, qui va probablement être différente sur les actions. D'ailleurs, politiquement, c'est plutôt intéressant dans son PCAET d'avoir des actions qui obtiennent très vite des résultats très visibles et dont il est facile de rendre compte, et puis d'autres choses peut-être plus souterraines, probablement plus importantes et structurantes d'ailleurs, qui vont prendre un petit peu plus d'années, mais du coup ça veut dire que sur la première année, vous pouvez mettre en avant les résultats de ces actions rapides, et puis la deuxième année, vous en aurez d'autres, et la troisième année, vous en aurez d'autres, et je pense que c'est plutôt une bonne pratique, d'après l'expérience que j'ai avec les territoires, d'avoir aussi des zooms qui peuvent être portés de façon un peu différente selon les années et du coup le bilan qu'on en fait. Et puis l'autre chose qui est intéressante sur ces actions d'éclairage public, oui, on a des résultats, enfin, en plus c'est généralement pas très compliqué pour que ça fonctionne, on a des résultats certains en termes de coûts et de consommation d'énergie, mais une fois qu'on a fait ça, bon, les marges de manœuvre d'année en année vont se réduire de toute façon, et puis l'enveloppe d'investissement n'est pas inépuisable. Donc, généralement, c'est vendu dans les PCAET, ça, les actions d'éclairage public, parce que ça va avoir un effet d'exemplarité, notamment sur les autres communes quand on est dans un contexte intercommunal. Et alors ça, comment est-ce qu'on a outillé le fait que les communes allaient prendre connaissance de ces nouvelles pratiques, en être convaincues et les mettre en œuvre à leur tour? Parce que là, du coup, ça commence à être plus intéressant en termes d'impact, parce qu'on a plus de gens qui bougent. Et ça va être quelque chose d'assez récurrent sur les actions d'une démarche plan climat-énergie, c'est que on va se rendre compte très vite que la contribution de nos actions propres à la trajectoire, elle est relativement réduite, et que en fait, ce qu'on est capable de faire, ou ce qu'il est important de faire, et Noémie le disait tout à l'heure, c'est la façon dont on va réussir à mobiliser les autres acteurs pour qu'eux aussi contribuent à la trajectoire. Et nos indicateurs de succès de notre démarche, il est probablement préférable qu'ils portent là-dessus, sur notre capacité à faire bouger les autres, parce que ce sera probablement ça le vrai succès de notre plan, plutôt qu'un indicateur consommation d'énergie du territoire,
qu'il faut garder en ligne de mire, bien sûr, mais qui n'est pas forcément significatif de tous les efforts que vous avez faits pour inspirer les autres, pour les entraîner, transférer des pratiques, etc. Et ces mécanismes d'exemplarité, on les retrouve souvent dans ce type de démarche, mais ils sont rarement outillés. C'est comme si l'exemplarité allait se produire de façon automatique. Parce qu'on fait bien, tout le monde va le savoir et tout le monde va faire pareil. Bon, bah, en fait, la plupart du temps, c'est pas comme ça. Il faut prévoir des actions spécifiques d'échange, de capitalisation, de transmission des compétences et des connaissances pour que le mécanisme d'exemplarité fonctionne. Donc, dans un système de suivi, mais c'est ce que j'ai dit à peu près, on peut avoir des indicateurs qui vont porter plutôt sur le début de la chaîne et puis d'autres plutôt sur l'évaluation. Ce serait intéressant, par exemple, si c'est important pour vous, au moment de l'évaluation intermédiaire ou finale, d'avoir un zoom sur les communes de mon interco. Est-ce qu'elles ont connaissance de ce que j'ai fait sur l'éclairage public? Comment? Qu'est-ce qui a bien fonctionné? Est-ce qu'elles ont reproduit des choses? Ça, vous n'allez pas le renseigner tous les trimestres dans votre système de suivi, mais vous pouvez le faire à un moment précis si cette action est importante. Ce qui est sous-jacent dans mes propos, c'est la différence entre changement et impact. Alors, je vous le fais avec un petit graphique rapide. Par exemple, si on prend un indicateur d'impact simple et restrictif, qui est la consommation d'énergie du territoire, et je regarde une situation d'origine, donc aujourd'hui par exemple, et puis dans 3 ans, j'ai un... Alors là, du coup, c'est pas bon parce que c'est un indicateur qui a évolué positivement, donc alors qu'on cherche plutôt à le réduire, mais imaginons plutôt que ce soit quelque chose de souhaitable. Quand je fais la différence entre n et n-3 et n, je vais observer un changement. Hein. J'insiste sur le fait que du coup, c'est quelque chose que je peux observer, notamment avec les données de l'observatoire. Mais ça ne me dit pas en quoi est-ce que ce changement est dû à mon action ou pas. Et donc l'évaluation, elle va essayer d'identifier quelle est la part de changement qui relève de ma propre intervention. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se serait passé de toute façon si j'avais pas agi? Ça, c'est ce qu'on va appeler, ce que les spécialistes appellent le scénario contrefactuel. Et qu'est-ce qui ne se serait pas passé si je n'étais pas intervenu? Et ça, c'est mon impact, c'est ma contribution au changement. Et elle peut consister à avoir fait augmenter un indicateur stratégique ou avoir diminué la façon dont il augmente. Voilà. Et donc ça, c'est compliqué. Et il faut juste, le message ici, c'est de faire attention à la confusion entre changement et impact. C'est pas parce que la consommation ou l'émission de GES évolue sur votre territoire de telle et telle façon, ça ne nous dit pas votre contribution, exactement. Bon, les indicateurs, c'est toujours une... ça vient très vite sur la table. Le message que j'aimerais faire passer ici, c'est que l'indicateur, finalement, il arrive vraiment au bout de la chaîne. D'abord, on réfléchit à ses objectifs. D'abord, on réfléchit aux résultats qu'on attend et sur qui, et alors qu'est-ce qui devrait se passer si tout a bien marché. Et ensuite, quand on a bien identifié tout ça, on peut commencer à réfléchir, bon alors, quel indicateur est susceptible de bien refléter ce que j'attends, ce que j'espère de mon plan climat. Mais l'indicateur, il est au service du critère de mon plan climat, qui peut être, par exemple, la capacité à mobiliser les communes de mon interco sur des pratiques durables d'éclairage public. Et donc, ça va être du sur-mesure, même si, évidemment, comme les plans climat ont un certain nombre d'actions en commun, on peut imaginer travailler sur un socle commun d'indicateurs. Donc, on va pouvoir avoir des indicateurs. Noémie faisait cette distinction aussi à tous les stades de la chaîne. On peut avoir, ça vous les avez déjà généralement, des indicateurs de ressources sur la consommation du budget, les montants engagés, etc. Les indicateurs de réalisation que Noémie appelait les indicateurs au niveau des actions ou de moyens, le nombre d'opérations engagées, le nombre de séances de présentation du guide. Ensuite, des indicateurs de résultats qui là commencent à être un petit peu plus ambitieux. Je pense que c'est des indicateurs au niveau opérationnel dont parlait Noémie. Le nombre de participants aux séances, de présentation du guide, si on est sur un guide de conception. Sur l'exemple des pistes cyclables, donc ça c'est un indicateur intéressant. Un autre indicateur intéressant pourrait être le nombre de cyclistes qui utilisent les pistes et puis lesquels les utilisent pour du trajet domicile-travail et lesquels étaient automobilistes avant, parce que c'est quand même eux qu'on cherche à mettre sur des vélos. Et là, on va de plus en plus vers des indicateurs d'impact qui nous disent à quel point est-ce qu'on a permis aux gens ou pas de faire changer des pratiques.
Emmanuel, tu m'interromps si j'excède, hein, je peux m'arrêter ou finir quand Oui, vous voulez. le temps se restreint, mais Ouais. vas-y, continue, continue, mais du coup, en raccourcissant tes diapos. Je raccourcis. Voilà. Donc sur les indicateurs, ne pas se jeter sur la conception des indicateurs, mais aller d'abord sur qu'est-ce que j'attends vraiment de ma démarche, qu'est-ce qui signifierait le succès de ma démarche, y compris à des niveaux très immédiats, très intermédiaires, et ensuite en déduire les indicateurs. Ça, c'est des grilles de qualité d'indicateurs. Peut-être le dernier message que je peux faire passer sur ces fondamentaux, c'est que la démarche suivi-évaluation, en fait, elle est susceptible de vous nourrir et de vous appuyer, quel que soit le moment où vous en êtes. Et n'attendez pas d'être à la fin de quoi que ce soit d'ailleurs pour vous y intéresser. Si vous êtes en train de concevoir, eh ben, pensez évaluabilité, c'est-à-dire ce que je suis en train d'écrire comme objectif, ce que je suis en train de proposer comme action, est-ce que c'est suffisamment bien formulé pour être suivi, évalué? Est-ce que j'arrive à le traduire en effet attendu? Est-ce que je suis au clair sur les acteurs qui sont concernés? Je fais des actions en direction des habitants. Est-ce que vraiment j'ai prétention, je peux faire la différence auprès de tous les habitants? La plupart du temps, non. On a des actions de sensibilisation des ménages qui s'intéressent soit à des porteurs de projets de rénovation, soit à des gens qui sont déjà concernés. Si je veux vraiment toucher des gens qui ne s'intéressent pas du tout à la question du climat, ça va être des actions assez spécifiques qu'on retrouve assez peu dans ce type de démarche d'ailleurs. Si je viens de l'adopter, que je suis en train de mettre en œuvre les choses, pensez pilotage. Vous allez probablement avoir besoin d'outiller vos comités de pilotage. Vous pouvez imaginer faire une séquence en fin de chaque copil, suivi, évaluation. Quels sont les indicateurs clés qu'on veut regarder ensemble en année 1, en année 2, en année 3? Qu'est-ce qui est susceptible de m'alerter et de nécessiter un ajustement? Et si vous êtes bien engagé, vous pouvez être effectivement dans la pensée évaluation, s'intéresser aux résultats et aux impacts, et soyez sélectif. Ne cherchez pas forcément à être exhaustif sur le suivi et évaluation de votre démarche. Alors, l'idée, c'est souvent d'être un peu en entonnoir, d'être exhaustif sur les moyens engagés et les actions, parce que vous ne pouvez pas ne pas rendre compte de ce que vous faites, et puis focaliser peut-être sur ce qui est le plus intéressant ou le plus stratégique pour les indicateurs de résultats et d'impact. Soyez flexible. Le système peut évoluer dans le temps en fonction de vos attentes et de vos enjeux. Soyez partenarial, ne faites pas tout seul, c'est déjà compliqué de piloter ce genre de plan tout seul, donc impliquez les collègues, impliquez les élus pour prioriser, par exemple, s'il n'y avait que 3 actions sur lesquelles vous voulez un retour approfondi d'informations sur leur efficacité, ce seraient lesquelles? Et puis classe. Et c'est une vraie animation, c'est-à-dire c'est pas avoir écrit le système de suivi-évaluation, c'est que le début des choses. Ensuite, il faut qu'il y ait un temps de votre pilotage qui soit dédié à ça pour le faire vivre, l'injecter dans le système de décision et en faire quelque chose d'utile. Je crois que je vais m'arrêter là pour pas trop déborder. Dans ce que tu disais, je me disais que en fait la démarche d'évaluation ne doit pas isoler, c'est-à-dire qu'on ne doit pas se retrouver tout seul sur sa table de bureau en se disant purée, j'ai un fardeau là et il faut que je m'y colle. Et donc du coup, on doit embarquer, être à plusieurs, bien mesurer l'ambition, avancer pas à pas, et puis être persuadé qu'on construit une œuvre finalement qui est collective. Il y avait une question de Thibaut Leclerc disant que la notion d'impact direct de la collectivité est aussi compliquée à quantifier de façon objective. C'est sûr, et c'est pour ça que j'encourage du coup à pas forcément se focaliser sur des indicateurs d'impact. Enfin, d'ailleurs, la plupart du temps, vous allez avoir des indicateurs de changement. Par exemple, sur l'émission GES, vous pouvez avoir un indicateur sur les émissions GES du territoire. Mais isoler dans cet indicateur-là, dans ce chiffre-là, ce qui relève, plutôt du coup, ce qui a été évité par la collectivité et qui aurait été mesuré en l'absence de son action, c'est hyper compliqué. Vous pouvez faire un exercice de quantification, payer un bureau d'études pour faire ça, mais je ne suis pas sûre que ce soit ce qui soit le
plus utile pour vous, en tout cas les 4 premières années, c'est certain. C'est pour ça que je vous encourage plutôt à remonter la chaîne, à chercher plutôt à mesurer des choses sur des résultats voilà, très immédiats. J'ai fait des animations auprès du public, qui est venu, combien sont venus, est-ce qu'ils étaient déjà convaincus ou pas, est-ce qu'ils ont changé de pratique, quelle pratique, de façon pérenne, est-ce qu'ils ont essaimé autour d'eux, etc. Donc des choses où on arrive plus directement, où on perd moins le fil entre vos actions et ce qui se passe ensuite. Très bien. Merci pour ces précisions. Il nous reste un petit 10 minutes. Sur la dernière séquence, un peu d'ouverture vers la suite, avec une première intervention de Nathalie Mandaron du Conseil régional. Et puis ensuite, on entendra Capucine, qui a aussi un point de vue comment dire, assez, comment je dirais ça, ouvert finalement et original sur cette question. Nathalie, je te passe la parole là. Bon, il ne nous reste plus beaucoup de temps, hein, mais on a encore quelques minutes. Je vais aller vite. Pour continuer ce que je disais tout à l'heure, donc dans l'idée de permettre une vision régionale de l'avancement des plans climat et de leur contribution à la trajectoire régionale, en fait, on aimerait pouvoir avoir un référentiel d'indicateurs communs qui permettrait de pouvoir affirmer donc cette contribution des territoires régionaux aux objectifs climat, air, énergie, et peut-être affirmer certaines réussites ou certaines difficultés en Hauts-de-France et pouvoir, sur cette base-là, réorienter les politiques. Donc, l'idée, c'est de partir d'un état des lieux de ce que les plans climat ont prévu comme indicateurs, moyens et outils de suivi. On va commencer ce travail-là. Et puis, de travailler ensemble à construire un socle d'indicateurs. L'idée, c'est aussi de pouvoir harmoniser le suivi dans les territoires, possiblement pour faciliter en fait leur travail et pouvoir disposer d'un système mis à disposition des collectivités, d'un système de suivi, voilà, mise à disposition des collectivités via l'Observatoire régional du climat, possiblement, peut-être un outil complémentaire à l'outil espace qui existe déjà, créer un outil collaboratif. Et pour réaliser ce travail-là, eh bien, capitaliser, mutualiser, enfin travailler ensemble, échanger des expériences via le réseau régional des PCAET que nous sommes en train de mettre en place. Et un jalon dans ce travail-là de construction commune, ce sera le 8 octobre que tu as annoncé, Emmanuel, et dont on doit voilà, construire le programme encore. Mais l'idée, c'est de faciliter le travail des territoires dans la mise en place de leur dispositif de suivi et d'arriver à construire un socle commun d'indicateurs et un système de suivi commun. Voilà. Et ensuite, la slide d'après. Oui, conscient que la question de la sensibilisation, de la vulgarisation de ces problématiques, de la pédagogie auprès des élus et des citoyens pour que tout un chacun comprenne le sens des données, de ces données chiffrées climat, air, énergie, qui parlent encore très peu à très peu de personnes, pouvoir se donner des représentations de ce qu'elles recouvrent. Donc, pouvoir que les élus puissent se représenter voilà l'impact de leurs actions politiques sur le climat est essentielle. La question de voilà, on mesure ce qui a de la valeur et quelles sont les valeurs de ce monde d'après dont on a tant parlé récemment
que nous aimerions mesurer, comment les mesurer, et les chiffres sont-ils les seuls à donner de la valeur? C'est des questions qu'on peut se poser. Et je voudrais céder la parole à Capucine, qui a, sur le territoire du Grand Douaisis, commencé à mener un travail autour de ces questions-là. Voilà. Capucine, je ne sais pas si tu es là. Oui, merci. Donc bonjour à tous. Peut-être représenter un peu le contexte, puisqu'en fait, donc j'appartiens au territoire du Grand Douaisis, au SCOT du Grand Douaisis. On vient d'arrêter notre PCAET en décembre dernier et on a aussi adopté notre SCOT à la même date. Et aujourd'hui, en termes d'évaluation de suivi, on est un peu dans les territoires mentionnés par Noémie. On a peu travaillé la question. Alors, parce qu'on a été pressé et qu'il fallait adopter le PCAET avant les élections, mais aussi parce qu'on a voulu mettre un peu ça de côté pour pouvoir mieux le travailler par la suite. C'est pas qu'on n'accordait pas d'importance, au contraire, on accorde de l'importance à la question du suivi et d'évaluation. On a pour ambition de certes de porter à connaissance de nos élus des impacts du PCAET, notamment en termes de consommation énergétique, d'émissions de gaz à effet de serre, de production de NR, de polluants atmosphériques, tous les indicateurs que moi je qualifie d'indicateurs réglementaires et notamment d'impact. Mais on a une démarche un peu plus poussée sur ces questions d'indicateurs et de suivi qu'on a commencé. On voudrait évaluer toutes les démarches qu'elles ont permises, notamment les questions de transition et de résilience. Et donc, on voudrait travailler à la fois sur cette question des indicateurs de sobriété, notamment les indicateurs propres à traiter, à aborder, les indicateurs également de biotope, d'adaptation au changement climatique, mais également d'amélioration de la qualité de vie et du bien-être, puisqu'en fait, on est plutôt dans une démarche plus globale, plus transversale du suivi et de l'évaluation, qu'on va souhaiter engager là dès cet automne, notamment avec mes collègues de la planification, puisqu'en fait, on a pour objectif de porter cette question du suivi et de l'évaluation à une échelle plus large que celle du PCAET, mais bien à l'échelle du projet de territoire, celui qui est porté animé par le SCOT du Grand Douaisis et donc par deux documents, le PCAET et le SCOT. Ceci devant permettre, Capucine, aussi de nourrir finalement le discours des élus par des choses peut-être plus appropriables. C'est ça, tout à fait. On fait le constat, donc on a un vieux plan climat, on est sur un plan climat volontaire qui date de 2009. Là, on a un nouveau plan climat qui va être adopté, arrêté puis adopté, je l'espère, là, à l'automne 2020. Et c'est vrai que le constat qu'on fait de nos 10 années d'expérience en matière d'énergie-climat, c'est intéressant la question du suivi, de l'évaluation, de leur porter des chiffres à leur connaissance, notamment en termes de consommation d'énergie, de production ENR. Mais même s'ils commencent à appréhender tous ces concepts, notamment en termes de production d'ENR, on voit bien que sur la question de la consommation énergétique et encore plus sur la question des polluants atmosphériques et des émissions de gaz à effet de serre, ils sont totalement largués. Ça leur parle pas du tout, c'est pas concret, c'est pas palpable, alors que d'avoir une approche beaucoup plus transversale, plus complète sur les impacts que leur démarche a pu apporter en termes notamment de qualité de vie, de bien-être pour leur population, mais également de santé environnementale, ça leur parle plus. Ça leur parle plus parce qu'on voit aussi que, et ils en font le constat, les élus, on a une demande des élus, de leurs autres élus, des acteurs territoriaux, que ce soit les acteurs économiques ou également les habitants, les associations, de montrer que les politiques publiques ont un impact, et pas qu'un impact économique ou un impact en termes de transition énergétique, mais bien un impact de changement, c'est-à-dire que la société est en train d'évoluer, qu'on évolue, qu'on est en marche en avant, et que du coup, il faut avoir, pour nous, on estime au Grand Douaisis qu'il faut avoir une démarche beaucoup plus complète, peut-être certes plus complexe, mais beaucoup plus aussi appropriable par nos élus. Très bien, merci pour cette réponse. Je passe la parole à Karine qui veut rajouter un petit élément sur le quantitatif, le qualitatif. Super exemple très inspirant, Capucine. Juste un petit mot pour ne pas opposer quantitatif et qualitatif. On peut mesurer de façon quantitative des choses extrêmement qualitatives, par exemple la capacité ou le sentiment d'être mieux armé après avoir assisté à un webinaire du CERT. C'est quelque chose de très quali qui relève de la subjectivité des gens, mais on peut le mesurer de façon quantitative en faisant une enquête auprès des participants au séminaire.
Ça, je ferme la parenthèse. Et juste préciser aussi qu'on a beaucoup parlé d'indicateurs, mais les indicateurs sont pas le seul produit du suivi évaluation. Généralement, le tableau de bord reste un incontournable pour piloter et rendre compte, mais l'évaluation, elle peut aussi aller chercher des histoires. Thomas Blais tout à l'heure parlait de récits, et c'est intéressant aussi d'avoir la matière illustrative pour dire comment les actions ou une ou deux actions qu'on a mis en œuvre ont touché un certain nombre de personnes et ont questionné leur représentation et ont changé leurs pratiques de telle ou telle façon. Et donc, c'est plutôt ce qu'on va appeler en sciences sociales des monographies, qui sont aussi quelque chose que vous pouvez engager dans une démarche de suivi-évaluation et qui généralement plaît beaucoup plus aux élus d'ailleurs qu'un tableau de bord. Effectivement, et il y avait une question sur la question de trajectoire, la notion de trajectoire qui doit être éclairée. Et c'est vrai que ça touche aussi effectivement à la question de la mise en récit. Et d'ailleurs, avec Capucine, là, on travaille en ce moment sur une publication sur la question de la mise en récit au service des projets de transition. Et donc, et notamment toute la profondeur en fait de cette notion-là, permettant des tas d'effets. Donc ça, c'est quelque chose qui sortira à l'automne, voilà, pour outiller les uns et les autres. Donc ça, c'est un travail qu'on fait aussi avec le SCOT du Grand Oasis. D'ailleurs, pour les uns et les autres, là, vous voyez que sur ce territoire, il y a un certain nombre d'innovations. Donc, moi, je serai vous, je jetterai un petit œil là sur ce qui se passe par là-bas pour s'inspirer. Merci du coup Capucine là, pour ton intervention. Donc effectivement, donc on va s'arrêter là sur cette deuxième séquence. On voit que c'est quand même un super sujet, que c'est pas non plus une montagne à surmonter, qu'il existe des solutions, qu'il faut bien les calibrer, qu'on a certainement besoin d'échanges et de collectifs pour permettre ça. Voilà, donc du coup, ça sera le sens du troisième temps du 8 octobre qui se déroulera à Arras. Et donc, fort de nos échanges là, on va travailler à la construction de ce moment, dans l'objectif que chacun se sente un peu plus fort dans ses propres démarches. Voilà. Donc effectivement, on va vous envoyer aux participants du premier webinaire et de celui-ci un document d'évaluation, comme le disait Karine. Alors, comme c'est Karine qui nous a accompagnés au CERD pour tout notre dispositif de suivi et évaluation, maintenant je file droit. Surtout quand elle est présente. Et donc, voilà, on a un document d'évaluation qu'on va faire circuler. En réalité, c'est extrêmement important pour nous, intéressant. Ça permet le dialogue constructif avec nos financeurs. Et les financeurs ont ô combien besoin de cela, d'avoir de la transparence. Et nous-mêmes, équipe au travail, on a besoin de ça aussi pour voilà, progresser, évoluer, se rassurer, etc., etc. Donc vous allez recevoir ça. Là prochainement, ainsi que l'ensemble des ressources qu'on a pu mettre en exergue.